Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on vous propose ce petit voyage dans l'espace parce que on a appris cette semaine que la Russie avait décidé de quitter la station spatiale internationale. Alors, c'est peut-être quelque chose qui veut dire beaucoup derrière dans les relations internationales qui sont en train de se mettre en place avec le géant russe et suite à la guerre en Ukraine. Mais tous ces sujets-là, surtout avec la petite phrase hier depuis le Bénin d'Emmanuel Macron dénonçant la Russie comme dernière puissance coloniale au monde, alors qu'aujourd'hui il reçoit, président français, eh bien le prince saoudien pour parler certainement pétrole et gaz. Donc on va parler de tous ces sujets avec Pascal Boniface. Bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup d'être avec nous, Pascal Boniface. Alors, je reviens sur mon histoire de station spatiale internationale. L'annonce de la Russie de quitter l'ISS. On pourrait penser que c'est anecdotique, mais pas tant que ça, en fait, hein. Non, parce que c'est un message de non-coopération, de retrait d'une institution multilatérale. Et on voit que ce n'est pas seulement les échanges économiques, pétroliers, gaziers, ce n'est pas seulement les relations stratégiques, économiques, culturelles, c'est également les relations scientifiques entre la Russie et les Occidentaux qui sont coupées. Donc effectivement, c'est un signal symbolique, mais les symboles ont leur importance. Et c'est un signal très fort. On voit bien que entre les Occidentaux d'un côté, la Russie de l'autre, on revient à un état des relations très faible, comme au pire de la guerre froide, du temps de Brejnev ou de Staline. Et encore, du temps de Brejnev, il y avait une détente, il y avait des accords entre Russes et Américains. Donc tout ceci est remis en cause et il y a vraiment une coupure entre la Russie et les Occidentaux. Alors, on va décliner tout ça avec vous, Pascal Boniface, mais hier, vous avez publié une vidéo de mise au point par rapport à ce que vous aviez évoqué, l'analyse que vous faisiez de la situation de la guerre en Ukraine, où visiblement, il est difficile dans ce pays de parler de ce sujet sans être taxé de pro ou d'anti-Poutine. C'est ça que vous dites? Oui, effectivement, quand j'ai condamné la guerre, quand j'ai dit que c'était une agression, on a dit que j'étais payé par l'OTAN. Certains milieux pro-russes ont dit que j'étais payé dans l'OTAN. Et quand je dis que les sanctions ne fonctionnent pas puisqu'elles ne parviennent pas à faire changer Poutine d'avis, parce que le problème des sanctions, c'est qu'elles sont purement occidentales, elles ne sont pas mondiales, et que l'Occident, là-dessus, n'est pas assez puissant pour renverser le cours de la politique de Poutine, on me dit que je fais de la propagande pro-russe. Et j'ai fait une vidéo en disant non, j'ai condamné l'agression russe, mais vous savez, on dit souvent que lorsqu'il y a une guerre, la première victime, c'est la vérité, la seconde, c'est la nuance. On vous réduit à des positions manichéennes, vous êtes totalement pour ou totalement contre. Je pense que dans des moments aussi dramatiques et qui vont durer, parce que la guerre n'est pas prête d'arrêter, il faut essayer, c'est notre métier, à vous, journalistes, et à nous, universitaires, à essayer un peu de montrer la complexité des choses et d'éviter les simplifications qui sont satisfaisantes. C'est très facile de prendre le chevalier, le rôle du chevalier blanc, mais la réalité est toujours un peu plus complexe. Donc, une fois encore, quand je dis qu'il y a des crimes de guerre, je ne pense pas faire de la propagande russe, mais pour certains, si vous ne prenez pas totalement les éléments de langage de certains, vous faites de la propagande. Ce sont eux les propagandistes, puisqu'ils sont contre la complexité des réalités. Alors, on va justement avec vous, Pascal Boniface, évoquer cette complexité, je dirais cette réelle politique qui aujourd'hui se télescope. Hier, donc, la déclaration d'Emmanuel Macron concernant la Russie, il était en déplacement en Afrique, il était au Bénin, et voilà ce que disait le chef de l'État à propos de la Russie. On l'écoute. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et le chef de l'État de rajouter que la Russie était le dernier empire colonial aujourd'hui existant sur la planète. Pascal Boniface, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de dire qu'aujourd'hui, la Russie a commencé un nouveau type de guerre hybride? Alors oui, ça n'a pas toujours existé. Ça a toujours existé en réalité. C'est pas nouveau. L'arme de la faim, l'arme alimentaire, elle est aussi ancienne que la guerre. Le fait que l'on se serve de l'énergie
comme instrument de guerre. La deuxième guerre mondiale, enfin la guerre entre le Japon et les États-Unis, c'est aussi parce que les États-Unis avaient arrêté les approvisionnements pétroliers pour le Japon. Donc c'est pas nouveau. C'est vrai qu'on n'était plus habitué à cela que sur le continent européen. C'est vrai qu'on peut qualifier la guerre de la Russie à des visées impériales sur l'Ukraine. Mais une fois encore, eh bien, la Russie joue sur l'ensemble de la gamme de ce qu'elle peut faire pour gêner les Occidentaux. Elle fait tout pour nuire à ce qu'elle considère comme son ennemi, le monde occidental. Et donc elle prend tout cela. Et en Afrique, disons qu'il y a une sorte d'habilité, le président Macron, à parler de système colonial pour la Russie en Afrique, puisque c'est ce qu'on reproche plutôt. On sait que la Russie n'était pas une puissance coloniale. Elle était plutôt du côté des Africains pendant la période coloniale, mais on voit bien qu'au Mali ou au Centrafrique, elle établit des relations où, en échange de la protection des régimes, elle prend les matières premières de ces pays. Et donc, il y a effectivement cela, dans la mesure où elle joue, que la Russie, dans sa guerre du narratif, dit que la France agit comme un pays colonial en Afrique, je dirais, c'est de bonne guerre, comme on dit, que la France renvoie le compliment à la Russie. Est-ce que finalement, c'est pas ce que le curseur après l'offensive militaire sur le terrain, avec cette situation qui s'éternise, je dirais qui est complexe, voire qui s'enlise dans certains endroits, est-ce qu'aujourd'hui on rentre pas effectivement dans une nouvelle forme de guerre et on utilise tous les moyens? Emmanuel Macron parle de la guerre de l'information. Chaque camp utilise les moyens à sa mesure. Oui, la propagande de guerre a toujours existé, y compris pendant la Première Guerre mondiale, c'était quand même très net, avant la Première Guerre mondiale aussi, et je dirais que la guerre de l'information a commencé avant la guerre. On commence toujours une guerre par une bataille de ce qu'on appelle les narratifs. La Russie se dit menacée par l'OTAN, parle d'opérations militaires spéciales, et les pays de l'OTAN disent que c'est une agression et qu'il y a une volonté impériale de la Russie. Donc de toute façon, dès qu'il y a un conflit, chacun essaye de faire valoir son point de vue. Et je dirais que c'est légitime, c'est aussi ancien que la guerre elle-même. Et donc il ne faut pas s'en étonner, ça fait partie des règles du jeu. Et c'est à nous, une fois encore, journalistes et universitaires, essayer de démêler le vrai du faux et de montrer la multiple facette d'un conflit. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis 6 mois maintenant que cette guerre a éclaté, les sanctions ne portent pas vraiment encore leurs fruits, ou pas autant que les parties prenantes l'espéraient. Pascal Boniface. Ce que j'ai voulu montrer dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est que les sanctions n'ont jamais réussi à faire changer la politique d'un pays si elle estime qu'ils sont intérêts vitaux. Pour aller dans votre sens, c'est le FMI qui le dit aussi, hein. Oui, les sanctions n'ont pas fait tomber le régime cubain, ils n'ont pas fait tomber le régime iranien, mais ils peuvent gêner un régime, plutôt gêner la population généralement. Par rapport aux sanctions qui ont été prises par les Occidentaux à l'égard de la Russie, penser que ça ferait changer d'avis Poutine, c'est un peu irréaliste parce que pour lui c'est vital. On peut discuter sur le fait de savoir si l'Ukraine est ou non vitale pour la Russie, mais Poutine le pense réellement. Donc ce n'est pas les sanctions qui vont l'arrêter. Par contre, il est vrai que les sanctions peuvent, sur le long terme, affaiblir la Russie, parce que notamment, il y a plein de gens qui vont fuir la Russie, vu que c'est devenu un pays un peu trop répressif. Et la vraie faiblesse pour la Russie, c'est tous les gens qui travaillent dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont déjà quitté le pays, ce qui va entraver la puissance russe à l'avenir. Mais la Russie peut être affaiblie sans pour autant changer de politique. Et ce ne sont pas les sanctions. Les sanctions peuvent, sur le long terme, affaiblir la Russie. Les sanctions ne feront pas changer de politique la Russie par rapport à l'Ukraine. Surtout, une fois encore, parce qu'elles sont occidentales et que l'Occident ne domine plus le monde. Et c'était un peu l'ouverture de votre sujet. L'époque où les Occidentaux décident de quelque chose et l'imposent au reste du monde, c'est terminé. Auparavant, une fois que les États-Unis ont pris les sanctions, tous les pays latino-américains suivent. Ce n'est plus le cas. Une fois que la France a pris des sanctions, tous les pays africains suivent. Ce n'est plus le cas. Comment, Pascal Boniface, vous analysez ce télescopage de l'actualité avec donc aujourd'hui le prince saoudien Mohammed Ben Salman qui est reçu à l'Élysée il y a quelques mois en arrière. Il était lui aussi mis au banc des nations pour la question des droits de l'homme avec l'assassinat de ce journaliste saoudien dont il est directement responsable aujourd'hui. Est-ce que finalement le nerf de la guerre étant les énergies aujourd'hui dans ce monde? Bien sûr, c'est parce que Mohammed Ben Salman est le responsable en chef
le vrai leader effectif de l'Arabie Saoudite, qui est le premier ou deuxième producteur de pétrole. Et dans la mesure où on se coupe du gaz et du pétrole russe pour des questions de guerre en Ukraine, il faut une alternative, sauf à mourir étranglé n'ayant plus d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on oublie un peu les questions morales parce qu'on a besoin de l'Arabie Saoudite et qu'on a besoin qu'elle augmente sa production de pétrole. J'ajouterais d'ailleurs que on parle beaucoup de Jamal Khashoggi, mais c'est pas... Il y a eu une guerre au Yémen. L'Arabie Saoudite a fait une guerre au Yémen dont on parle moins. Et là aussi, on voit qu'au nom de la morale, la vie d'un journaliste compte plus que celle de milliers de Yéménites inconnus. L'avenir aujourd'hui, ça va être effectivement cet enjeu de passer la crise de l'énergie qui se profile. On est obligé de parler avec tous ses ennemis, quel que soit ce qu'il a dans son sol. Oui, en tous les cas, l'Europe est dépendante en termes d'énergie. Nous n'avons pas suffisamment d'énergie et notamment l'Allemagne qui était habituée à avoir une économie basée sur une énergie bon marché qui venait par gazoduc de Russie, va devoir changer son modèle économique, aura des difficultés. Et quand vous payez l'énergie plus chère, eh bien vous avez des difficultés économiques. Et effectivement, d'où qu'elles viennent, le prix de l'énergie a augmenté puisqu'on s'est coupé du marché russe et qu'on sait que les tensions géopolitiques font monter le cours du pétrole et du gaz. Et donc, effectivement, c'est une entrave. La hausse de l'énergie est quelque chose que l'on va payer, nous, pays européens. Dernière question avec vous, Pascal Boniface. Les Russes jouent avec les nerfs de tous les États. On pense au bombardement du port d'Odessa et des accès de sortie du blé après cet accord qui avait été pourtant trouvé pour permettre l'acheminement du blé ukrainien. Ça va être ça tout le temps? Oui, mais je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de bloquer. Ils ne peuvent pas se permettre de bloquer le blé ukrainien parce que sinon, ils vont se mettre à dos les pays africains. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Poutine ne peut pas se permettre parce que pour l'instant, les pays africains n'ont pas condamné, n'ont pas pris de sanctions contre Poutine. Et donc, ce bombardement, à mon avis, c'était une façon de dire « j'ai signé un accord, mais je fais ce que je veux, je reste le maître ». Et il faudra voir si l'avenir donne raison ou pas, mais je pense que s'ils prennent le risque d'empêcher, alors qu'ils ont signé un accord, c'est pas qu'ils respectent les accords. Bien sûr, Poutine a assez peu à faire des accords signés, mais empêcher le blé ukrainien de sortir du port d'Odessa, ça sera perdre les voix de dizaines de pays africains. Et là, c'est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Merci beaucoup Pascal Boniface pour cet éclairage-là, cette fin du mois de juillet, de tous ces changements et cette actualité internationale toujours très riche actuellement. Merci beaucoup Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IRIS. Merci, à bientôt. Et on a parlé de la France, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de la Russie. Maintenant, on va parler de Mars. C'est un petit peu plus loin, mais c'est pas forcément moins intéressant. Vous nous appelez au 0826 300 300 et merci encore à Pascal Boniface.